Dans ce chapitre, nous allons expliquer quelles sont les différences entre un système décisionnel et un système opérationnel. Donc, vous savez tous qu'un système opérationnel appelé OLTP, Online Transaction Processing, est un système de gestion. Il est dédié principalement aux métiers de l'entreprise pour les assister dans les tâches quotidiennes, telles que l'insertion, la modification, la suppression dans un système d'information. Alors, on utilise pour cela un système de type ERP ou bien PGI pour logiciel de gestion intégré. Contrairement à un système décisionnel qui est caractérisé par le fait que les données ou bien l'utilisation est orientée plutôt pour le pilotage d'activités et pour avoir une vision transversale de l'entreprise. On utilise pour cela des entrepôts de données. Le système décisionnel appelé OLAP pour Online Analytic Processing. La différence qu'on peut avoir entre les deux systèmes, alors, les données opérationnelles sont détaillées, récentes, structurées et compréhensibles pour l'informaticien, et ce sont des données qui sont réparties et non homogènes. L'utilisateur qu'on peut avoir pour ce type de données, c'est les agents de contrôle ou les agents opérationnels. Donc, les agents sont des agents opérationnels, ils sont nombreux et concurrents, c'est-à-dire que pour utiliser cette application, ce type de système, on peut avoir plusieurs utilisateurs en simultané, peuvent accéder à ces données-là et travailler en temps réel sur les mêmes données en parallèle. Contrairement à un système décisionnel, les données sont globalisées, c'est des données qui sont historiques, structurées pour une compréhension par le décideur, les données sont centralisées et intégrées, et les utilisateurs de ce genre d'applications de système sont généralement les décideurs, les analystes. La fréquence d'utilisation elle est moins nombreuse qu'un système opérationnel et elle est non concurrente. Alors, ici on peut voir la charge des serveurs de données pour une utilisation, ou bien le taux d'occupation des serveurs par un système opérationnel et par un système décisionnel. On voit que l'utilisation d'un système opérationnel, il est réalisé d'une façon, bien, il est fait d'une façon continue. Le taux d'occupation, il est beaucoup moins élevé qu'un système décisionnel dans lequel l'utilisation, elle est ponctuelle et nécessite un nombre plus élevé de ressources. La solution qu'on propose pour les systèmes décisionnels, le stockage de données va être fait dans un data warehouse. On va avoir une base de données unique qui va être normalisée et centralisée. Ensuite, l'intégration de données va être réalisée avec soit un système ou bien avec un langage de type DMX qui permet d'interroger les données, ou bien avec les requêtes classiques que vous avez déjà fait avec SQL, mais ils vont être un petit peu plus complexes. Donc on peut voir ici le résumé de ce que je viens d'expliquer, la différence entre un ELTP et un OLAP. Il y a une différence au niveau de la conception des données, des vues. Les vues dans un système transactionnel type relationnel, alors dans un système OLAP, il est du type multidimensionnel. La taille également, on va avoir une grandeur de 100 mégas à 1 giga, et là pour un système OLAP de 100 gigas à 1 Tera. Les technologies qu'on peut avoir pour la mise en place d'un système BI, donc pour l'entreposage des données, on va utiliser Data Warehouse. Le stockage, il est caractérisé par un grand volume de données. Le traitement, il est plus complexe sur ce grand volume de données. Pour cela, on utilisera un serveur OLAP qui est dédié aux requêtes multidimensionnelles. Pour cela, vous pouvez utiliser des serveurs OLAP tels que SQL Server ou encore IceCube qui vous permettent d'interroger des serveurs, des bases de données multidimensionnelles.
Pour le côté client, on peut avoir des applications ou bien on peut utiliser le data mining ou encore des techniques mathématiques pour la restitution des données. On va passer maintenant à la partie modélisation d'un entrepôt de données. On va voir les deux principaux approches qu'on utilise pour la conception d'un BI ou bien d'un entrepôt de données. Alors, la première définition qu'on va voir, c'est celle de Bill Inman. Alors, selon lui, le data warehouse est une collection de données orientées sujets, intégrées, non volatiles et historisées, organisées pour la prise de décision. Deux approches ou bien deux philosophies actuelles pour les data warehouse. On va avoir l'approche Kimball et l'approche Inman. Alors, l'approche Kimball, c'est un process bottom-up. Contrairement à Inman, lui, il va raisonner en termes de top-down. L'organisation pour Kimball est un type data mart. C'est quoi un data mart? C'est un data warehouse, mais à une échelle plus réduite et organisée à un métier spécifique au sein de l'entreprise. La schématisation qui est utilisée par Kimball et Étoile, contrairement à Inman, il utilise une schématisation en flocon. Alors, comment ça se passe? Kimball, il va proposer l'approche suivante. Il va dire que chacun construit ce qu'il veut de son côté. On va intégrer tout cela à la fin, le moment voulu. Ensuite, il dit on fait rien tant qu'on ne sait pas désigner. Le data warehouse doit être exhaustif. Ça veut dire qu'il attend à ce que tout le monde soit d'accord pour la mise en place d'un data warehouse. Alors, il va interroger les métiers. Il va interroger les ventes, le stock, les ressources humaines, les achats. Il va essayer de déterminer un petit peu leurs besoins et à la fin, il va proposer un data warehouse pour l'ensemble de ces métiers-là. Contrairement à Kimball, il va construire un data warehouse, des petits data marts pour, au final, créer un data warehouse global, mais il va le faire métier par métier. Donc, si, par exemple, les ventes veulent un data warehouse, il va leur proposer un petit data mart. Si les stocks veulent un data warehouse, il va leur proposer un autre data mart orienté pour les stocks, et ainsi de suite. Donc, pour Inman, on va avoir l'architecture suivante. Donc ici, on a des sources de données qui sont différentes. On va essayer de faire notre préparation grâce à un ETL spécifique. On va recharger ces données-là dans notre data warehouse et l'ensemble des métiers peuvent accéder à ce data warehouse. On peut même extraire des petits data marts pour les métiers selon leurs besoins. Kimball, il va avoir la même approche pour la partie extraction des données et transformation. Au moment du chargement des données, il va charger les données dans chaque data mart. Donc, on va avoir ici un certain nombre de data marts qui sont interconnectés entre eux et que les données qu'on va charger vont être chargées directement dans chaque data mart spécifique. Donc ici, nous avons deux approches. Une approche plutôt, comme je l'ai dit précédemment, en bottom-up et une autre approche en top-down. Bien évidemment, ces deux approches-là vont influencer la partie conception de votre entrepôt de données. On va voir que Kimball, lui, il s'intéresse à une conception de type étoile et Inman à une conception de type flocon. Bien. Alors, on va avoir ici quelques notions de base pour la modélisation multidimensionnelle. Donc, il y a un certain nombre de vocabulaire, un certain nombre de mots qu'il faut connaître, tels que les sujets qui sont le fait, le sujet d'analyse qui est le fait, les perspectives de l'analyse, c'est les tables de dimension, le décisionnel en trois mots, c'est la mesure, les dimensions et les faits. Donc, on va détailler tout ça un petit peu plus loin. Alors, la notion de base en modélisation multidimensionnelle, c'est
on va essayer de diviser les données en faits et en dimensions. Alors, les faits, c'est quoi? Les faits, c'est globalement des mesures c'est des valeurs calculables ou bien mesurables. Les dimensions vont fournir le contexte, le qui, le quoi, le quand, le pourquoi et le comment des faits. Dans une data warehouse, on va avoir une seule table de faits et on va avoir plusieurs dimensions. Et les dimensions, c'est le contexte d'analyse. Donc, le fait, c'est le sujet d'analyse, c'est des mesures, c'est des chiffres, c'est des nombres, c'est des gains, et ainsi de suite. C'est des valeurs numériques. Alors que les faits, c'est le contexte d'analyse et c'est tout simplement c'est un contexte que vous allez avoir pour, pour analyser vos faits. Ici, nous avons un exemple d'une table des faits que vous voyez ici, qui est la table vente journalière. Cette table est connectée à 3 tables de dimensions, qui sont la dimension date, la dimension produit et la dimension magasin. Le lien se fait automatiquement par les clés étrangères. Alors, une table de dimensions est caractérisée par sa clé primaire, qu'il va avoir ici, et il va avoir un certain nombre d'informations qui caractérisent ma dimension. Bien évidemment, à ce stade-là, on ne normalise plus. Donc, un concepteur de data warehouse, pour l'instant, il ne va pas essayer à normaliser sa base de données et avoir des référentiels. Il va tout mettre dans une table. Par exemple, ici, on a tout mis dans la table produit. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'avoir des requêtes plus simples. Si on normalise, on va avoir des tables supplémentaires, donc on aura des requêtes, on aura plusieurs jointures. Alors, on va essayer de construire ensemble un data warehouse. Alors, pour cela, on va avoir un certain nombre de faits. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé autre chose, ou il s'est passé encore autre chose. Là, ça correspond à des événements, à des faits. Ces faits-là, on peut les organiser de la façon suivante. Quand hier et aujourd'hui, ou ici, là-bas et ici, et là, j'ai mes faits. Ensuite, à côté de ces faits-là, donc là, j'ai la date, le magasin et le produit, donc le quand, le où et le quoi. J'ai ici des mesures. Donc j'ai ici la mesure, la quantité, et ici le prix unitaire. À partir de cela, de cette table-là, qui est pour l'instant une table simple qu'on peut avoir dans Excel, on va extraire les dimensions et on va extraire les faits. Donc, ma table des faits, c'est la table vente. Mes dimensions, c'est la dimension temps, la dimension produit et la dimension magasin. Et on va avoir quelque chose au final qui correspond à ça. Donc, pour pouvoir faire le lien entre les dimensions et la table des faits, j'utilise ici les clés étrangères. Donc ici, pour cette table-là, sa clé primaire, c'est une clé de type composition entre le ID temps, le ID magasin et le ID produit. Ça, c'est la partie clé étrangère. Et on va avoir également les faits. Donc ici, j'ai les mesures quantité et le prix unitaire. Arrivé à ce stade-là, on a construit notre premier entrepôt de données. On a schématisé notre premier entrepôt de données avec une approche en étoile. Donc c'est si simple que ça. La partie modélisation multidimensionnelle, elle est très simple à faire. Le travail va se faire où? Il va se faire principalement dans les ETL. Donc, un schéma en étoile, c'est une table de faits avec des dimensions qui sont le contexte de l'analyse. Mais vous avez fait de la base de données. Donc, pour vous, vous savez que normalement, c'est pas bien de ne pas normaliser.
vous avez par exemple une occupation de l'espace de stockage qui va se faire et vous allez charger vos données, vous allez charger vos serveurs pour rien. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des données qui sont répétitives. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, on sait faire la normalisation. Rappelez-vous les trois le premier NF, le deuxième NF et les trois NF, c'est des standards de base de données qui vont vous permettre de normaliser votre base de données et vous allez avoir le réflexe de faire quoi? De normaliser vos dimensions. Donc, vous allez normaliser la table dimension en essayant de extraire dans un premier temps une table région et une table pays ici. Donc, arrivé à ce stade-là, c'est plus un schéma en étoile, mais c'est un schéma en flocon. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un schéma correspondant à ça, donc vous allez avoir une table d'effets, des dimensions, et vous allez normaliser ces dimensions-là. Donc c'est le fait de normaliser ces dimensions-là va vous permettre d'avoir un schéma correspondant à ça. C'est un schéma qui est en flocon. Très bien. Alors, la différence ou bien le choix, est-ce qu'on choisit un schéma en étoile ou bien un schéma en flocon? À vrai dire, cette question se pose si vous connaissez vraiment l'utilisation de votre entrepôt de données. Alors, un schéma en étoile offre la possibilité d'avoir une lisibilité. Vous n'avez pas plusieurs tables, vous n'avez pas plusieurs granularités, vous n'avez pas plusieurs jointures à faire. Donc, les requêtes sont simples. Contrairement à une base de données ou bien à une base de données multidimensionnelle en flocon, vous avez plusieurs niveaux et vous avez plusieurs tables. Donc, vous avez normalisé et vous avez des jointures un petit peu plus complexes. Par contre, l'avantage, c'est que vous allez réduire l'occupation en disque dur grâce au fait de normaliser. Et en schéma en étoile, vous allez occuper beaucoup d'espace. Donc, c'est un choix à faire. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on choisit? Ça dépend, comme je l'ai dit précédemment, ça dépend de votre contexte et de votre problématique. Bien. Alors, on va voir ici, comme je l'ai dit, lorsque vous essayez de normaliser, vous allez partir vers plutôt une hiérarchie. Et vous allez hiérarchiser vos dimensions. Certaines dimensions peuvent être représentées sur cette forme-là. Donc là, par exemple, j'ai pris cet exemple-là pour la dimension temps. Donc, on peut avoir le mois, le trimestre, l'année, et j'augmente, je généralise. Dans ce sens-là, je généralise, et dans ce sens-là, je vais essayer de spécifier. La dimension produit, je peux avoir le produit, la gamme, la marque, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez hiérarchiser vos dimensions si vous partez sur une conception en flocon. Voilà. Donc, ainsi s'achève cette introduction à la conception des entrepôts de données. Je vais essayer dans une autre vidéo vous expliquer comment concevoir une application BI sous Power BI. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.